Bon, je vais commencer par une courte introduction sur le nuage de points. En premier lieu, je vais faire juste une analogie avec les images, puisque les images, c'est très courant dans l'utilisation. Une image, c'est une représentation de D. On peut dire qu'elle est composée de lignes et de colonnes. C'est un vecteur à une dimension. Et chaque ligne est composée encore de pixels. Donc, un pixel, normalement, il n'a pas de dimension, mais puisque sur image, il peut représenter une surface, donc on peut dire qu'il a une superficie. Par contre, sur un nuage de points, l'unité de base, c'est le point. Et un point, normalement, il n'a pas de dimension. Voilà. Comme sur une ligne d'image, on peut avoir un ensemble de points alignés sur un axe. Donc, c'est un nuage de points unidimensionnel. Comme sur une image qui est une représentation de D, on peut avoir un nuage de points en 2D, c'est-à-dire représenté selon l'axe Y, X, Y. Et comme sur une vidéo qui est vraiment une succession des images, on peut avoir un nuage de points en 3D. Et c'est vraiment la représentation qu'on veut dire lorsqu'on dit un nuage de points. Lorsqu'on dit un nuage de points, c'est principalement pour dire un nuage de points 3D. Les nuages de points, ils peuvent inclure le temps, donc c'est une représentation 4D, à 4 dimensions, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est juste pour faire l'analogie entre un pixel comme l'unité de base pour l'image et pour la vidéo, ainsi le point est l'unité de base pour le nuage de points 3D. La définition d'un nuage de points, très simplement, c'est juste un ensemble de points dans l'espace 3D qui représente la surface d'un objet qui est visible dans le champ de vision d'un capteur. Normalement, un capteur, il peut capter juste la surface puisqu'il ne peut pas savoir ce qui existe à l'intérieur d'un objet. Et aussi, il peut capturer seulement les points qui sont dans le champ de vision. Donc, un nuage de points, c'est aussi un point représenté dans l'espace 3D euclidien, où chaque point représente les coordonnées cartésiennes x, y, z. Ici, je donne juste un exemple simple pour savoir. Ici, il y a un objet. Ici, c'est un capteur qui envoie des pulses ou bien des rayons laser pour faire l'acquisition de tous les points sur la surface de cet objet. L'objet, il a une surface continue et nous, ce qu'on essaie, c'est vraiment d'avoir des points. Donc, c'est une représentation discrète. On peut dire qu'un nuage de points, c'est une discrétisation ou bien un échantillonnage sur la surface d'un objet. Et ici, c'est le nuage de points 3D qui tourne. Bon, ça reste juste une illustration. Ce n'est pas le même objet que représenté ici, mais vous avez compris le concept. Et en vrai, un nuage de points, c'est juste un fichier texte qui contient des lignes X, Y, Z pour les coordonnées. Il peut contenir aussi un champ scalaire qui est par exemple l'intensité. Et il peut contenir la composante RGB, donc la composante colorimétrique. Les formats d'un nuage de points varient, mais le cœur d'un nuage de points, c'est vraiment ces coordonnées X, Y, Z, des champs scalaires et la composante colorimétrique. Ici, je donne une définition mathématique d'un nuage de points. Bon, un nuage de points, c'est juste un ensemble de points PI qui appartient à R3 plus D. Normalement, si on veut dire un nuage de points, c'est juste les coordonnées X, Y, Z, donc ça appartient à R3. Mais j'ai ajouté D parce que un nuage de points en plus des coordonnées X, Y, Z, il contient en général.
Donc voilà, il peut contenir juste X, Y, Z, mais en général, on aura la composante colorimétrique RGB. On a aussi l'intensité. On a parfois la classification et d'autres champs scalaires qu'on va voir par la suite. N, c'est le nombre de points dans cet ensemble. Il peut être juste quelques points, par exemple des milliers de points, ce qui est en général pas le cas pour des applications réelles, mais plutôt des millions, voire des milliards, voire des trillions de points. Donc ici, c'est notre capteur. Il mesure les angles horizontaux et verticaux. Il mesure la distance et en se basant sur les coordonnées polaires, ils permettent d'avoir les coordonnées X, Y, Z, les coordonnées cartésiennes par rapport aux repères liés au scanner. Donc, ce n'est pas par rapport à un repère terrestre ou bien ce n'est pas un géoréférencement direct. Donc, les coordonnées qu'on a au départ, ce sont des coordonnées par rapport au repère local du capteur. Concernant les plateformes, un nuage de points peut être acquis par un capteur terrestre qui peut soit être sur un trépied, soit avec un capteur ou bien laser scanner portatif, soit par la main, par exemple, soit dans un backpack, soit monté sur un véhicule, soit monté sur un train, soit monté sur un robot, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une plateforme terrestre. Le capteur peut être aussi monté sur une plateforme aérienne, par exemple un avion, un hélicoptère, un drone, un ballon, mais en général, ça, ce sont les principales plateformes. C'est un avion et un drone et c'est des hélicoptères. Parfois, on a aussi des plateformes spatiales, principalement des satellites. Je reviens ici pour juste montrer qu'un nuage de points est principalement un ensemble de mesures angulaires, horizontalement et verticalement, et aussi une mesure de distance sur la surface d'un objet. Et comme vous voyez, sur cette surface, c'est une grille de points avec une résolution précise qui dépend principalement de la résolution angulaire de votre scanner. Sur chaque point, donc, on aura X, Y, Z. Et puisque c'est une pulse laser, on aura un retour qui nous donne l'intensité de retour du signal. Ça, c'est un exemple de plateforme terrestre. Ça, c'est un exemple de plateforme aérienne sur un avion. Et ça, c'est une plateforme spatiale. Bon, maintenant, on connaît ce que ça veut dire les nuages de points. Ces données, elles ont une particularité ou bien plusieurs particularités, parmi lesquelles c'est que les nuages de points, ce sont irregular, c'est-à-dire non réguliers. Il y a plusieurs paramètres qui jouent sur cette particularité, principalement la distance, puisque on a une résolution angulaire fixe, donc les objets qui sont proches de notre capteur sont principalement plus denses que les objets qui sont loin de notre capteur. La deuxième particularité, c'est que les nuages de points sont non structurés. Donc, par contre, une image qui contient des pixels qui sont structurés dans une grille, le nuage de points n'est pas structuré parce que, comme j'ai dit, il a une densité variable et parfois on a des points qui sont moins denses, d'autres plus denses, donc la distance n'est pas la même. Ici, je montre juste que, par exemple, sur une image, on a un pixel et le pixel il est connecté aux autres pixels, soit par exemple dans la même colonne, soit dans la même ligne, ou bien il est connecté à 8 pixels, donc les pixels qui l'entourent. De la même façon,
pour rendre un nuage de points non structuré vers une représentation structurée, on fait appel à ce qu'on appelle une voxelisation. C'est-à-dire, on prend les nuages de points et on va créer des cubes qui sont des voxels, des représentations 3D. Et comme ça, pour chaque voxel, on aura soit 6 voxels qui sont connectés par les faces, ou bien 26 voxels qui entourent notre voxel dans toutes les directions. Donc ça, c'est une sorte de structuration de votre nuage de points. Je reviens juste à ce point, à Drza, concernant les voxels et les nuages de points. Il faut juste noter que généralement, les deux sont des représentations des données 3D. C'est-à-dire qu'on peut représenter à 3D soit avec des voxels, soit avec des nuages de points, mais les voxels sont plus proches des images. Oui, exactement. C'est une sorte de structuration pour dire que chaque voxel, par exemple, est-ce qu'il a des voisins et dans quelle direction. Par contre, un nuage de points, il peut avoir des voisins dans toutes les directions. La troisième particularité des nuages de points, c'est que c'est une liste ou bien un ensemble de points, mais il n'est pas ordonné. Donc, soit vous commencez par exemple par ce point dans votre liste, ou bien ce point, ou bien ce point, même si vous voyez que l'ordre il a changé, c'est la même chose, puisque la représentation elle est en 3D, elle est indépendante de l'ordre. Par contre, sur une image, l'ordre des pixels il est important. Pourquoi je parle de ces particularités? Parce qu'en fait, elles doivent être prises en considération en général, pour tous les traitements qu'on va faire et tous les algorithmes qui existent, ils doivent prendre en considération qu'un nuage de points n'est pas régulier, il a une densité variable, n'est pas structuré et il n'est pas ordonné. Ici, je montre le workflow général ou bien simplifié d'une acquisition 3D. C'est que nous avons une scène, un objet, et ceci est un arbre. On place un capteur, soit dans une position, soit dans plusieurs positions pour avoir une couverture sur tout l'objet. On fait un scan, on a les données, puis on fait des traitements sur base de ces données-là. Ici, il faut savoir quand même qu'un nuage de points, il contient des informations géométriques, c'est les X, Y, Z. Les informations radiométriques, c'est principalement la composante RGB, l'intensité, mais aussi récemment, les laser scanners ou bien les nuages de points, ils peuvent inclure des données multispectrales, par exemple l'infrarouge ou autres informations spectrales. Mais aussi, un nuage de points, il peut contenir de la sémantique. La sémantique, ça veut dire quoi? Ça veut dire des informations sur les différents objets qui sont présents dans votre nuage de points. C'est ce qu'on appelle des labels. Il faut savoir aussi que généralement, un nuage de points, il peut être obtenu par un laser scanner. C'est un type de capteur qui est actif, qui mesure directement la distance et l'angle pour donner un nuage de points en X, Y, Z. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la photogrammétrie qui se base sur des capteurs qui sont passifs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des nuages de points, on prend des images de plusieurs points de vue et on fait ce qu'on appelle une reconstruction 3D pour avoir notre nuage de points X, Y, Z ainsi que la composante RGB. Dans la pratique, en général, un LiDAR ou bien un laser scanner terrestre, il contient une caméra en plus du capteur qui envoie la pulse laser. Il contient une caméra, comme ça on a un nuage de points colorisé. Parce que le capteur laser, il peut donner la distance et aussi il peut donner l'intensité,
mais il ne peut pas donner l'information colorimétrique RGB. C'est pourquoi pour tous les scanners en général terrestres, il y a une caméra intégrée. Et c'est cette fusion entre le nuage de points et les images qui vous donne par la suite un nuage de points colorisé. La particularité principale de chaque méthode, c'est que un lidar peut donner directement le coordonnées d'un point à partir d'une seule position. Par contre, la photogrammétrie, il faut y avoir 2 points de vue et une zone de couverture pour avoir l'intersection des deux images pour avoir les coordonnées d'un point. Et il y a aussi une différence en termes de budget, de capacité, de précision, de adaptabilité, par exemple. Un lidar peut faire l'acquisition même la nuit, par contre, la photogrammétrie ne peut pas le faire, surtout en RGB. Il peut, par exemple, on a maintenant ce qu'on appelle de la photogrammétrie qui peut être faite sur du thermique. Voilà, donc j'ai terminé sur la partie des nuages de points. La deuxième représentation 3D qui est très intéressante, c'est les maillages. Donc, c'est quoi un maillage? En général, un maillage, il est dérivé d'un nuage de points. Donc, un nuage de points, c'est les vertex. Ça, ce sont les vertex. Et c'est quoi un maillage? Ben, en fait, on essaie de construire des triangles qui sont des surfaces entre chaque 3 points. Donc, un mesh, c'est principalement composé de vertex. Ça, ce sont des arrêts, des edges qui lient entre 2 vertex. Et chaque 3 points, il constitue une surface triangulaire. Donc ça, c'est un triangle, ou bien un face. C'est juste une information à côté, c'est que on peut avoir pas seulement des triangles, mais des surfaces quadrilatérales, c'est-à-dire on a un mesh sous forme de quadrilatère. Mais en général, les mèches avec lesquelles on travaille principalement en géomatique, ce sont des mèches avec des faces triangulaires. Il y a aussi d'autres types de données 3D. En plus, comme j'ai dit, il y a les nuages de points, il y a les mèches, mais aussi il y a des représentations sous forme de TIN, qui est une représentation 2D. Il y a les voxels, qui est aussi une représentation 3D. Il y a le BRIP, c'est-à-dire Boundary Representation. Donc, il y a juste les boundaries de votre objet, et ainsi de suite. Mais principalement, les représentations qu'on utilise, c'est soit des TIN, soit des nuages de points 3D, soit des mèches.